Un des premiers accidents nucléaires de l'histoire, octobre 57, Windscale, Angleterre. Windscale occupe toujours la 2e place sur la liste des accidents, juste après Tchernobyl. Le 6 août 1945, le colonel Paul Tibbets va ouvrir la phase de la guerre nucléaire. Depuis son B-29, l'Enola Gay, il lance la première bombe atomique américaine, surnommée Little Boy, sur la ville japonaise d'Hiroshima. 130 000 civils trouvent la mort, et sur les 76 000 bâtiments que compte la ville, seuls 6 000 restent debout. 3 jours plus tard, une 2e bombe explose à Nagasaki. Le Japon se rend aussitôt. Jamais encore avant Hiroshima et Nagasaki, on avait démontré l'effrayante puissance destructive de la bombe atomique. La terrible démonstration de force des armes nucléaires fait des envieux, et chacune des grandes puissances du monde entier se met en quête de construire sa propre bombe atomique. La Grande-Bretagne n'est pas en reste. Dans le plus grand secret, les Britanniques construisent une usine de fabrication de plutonium, l'élément chimique qui donne aux armes nucléaires leur terrifiante puissance. Le site choisi est Windscale, petite commune isolée de la côte nord-ouest de l'Angleterre. Mais les réacteurs britanniques présentent un inconvénient majeur, et 7 ans après le début de la production, cette petite commune isolée sera le théâtre du premier accident nucléaire mondial. L'accident de Windscale était inévitable. C'est ici, à Los Alamos, dans le désert du Nouveau-Mexique, que les Américains mènent le projet Manhattan, la mise au point de l'arme nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Leslie Grove, général de division aérienne et ingénieur de l'armée américaine, est chargé de la direction du projet, secondé pour la partie scientifique de Robert Oppenheimer. Dès la fin des années 30, les chercheurs américains comptent utiliser la fission nucléaire pour mettre au point l'arme la plus puissante au monde. Les Britanniques, de leur côté, créent le comité Maude dans le but d'étudier la faisabilité du projet. Ces résultats sont publiés dès 1941. Mais ce sont les Américains qui, les premiers, se lancent dans la construction de la bombe atomique. Grâce à leur détermination, leur connaissance scientifique et leur puissance industrielle, il leur faudra moins de 3 ans pour mener à bien une entreprise aussi titanesque. 3 nouvelles villes sont construites. Los Alamos, où s'installe l'équipe scientifique et où seront conduits les essais. Oak Ridge, Tennessee, et Hanford, où seront fabriquées les matières fissiles. Les réacteurs de Hanford, modérés au graphite, utilisent comme fluide de refroidissement l'eau du fleuve Columbia qui coule à proximité. Dans l'éventualité d'un accident nucléaire, on construit une autoroute à 4 voies sur une quarantaine de kilomètres pour évacuer les employés du site au plus vite. Les scientifiques savent pertinemment que si l'eau venait à manquer, ils n'auraient pas le temps d'arrêter les réacteurs avant l'explosion nucléaire. Un risque énorme, mais que les Américains sont prêts à courir. « 1200 personnes vivent sur les 1600 km² que l'État achète pour construire le site de Hanford. L'entreprise est gigantesque, mais les travaux progressent à une vitesse incroyable. Dès le printemps 1945, les chercheurs de Los Alamos reçoivent les premières matières fissiles fabriquées à Hanford et se lancent aussitôt dans les préparatifs qui vont permettre la première explosion nucléaire, un projet baptisé Trinity. La bombe est placée au sommet d'une tour métallique de 33 mètres de haut et soumise au premier essai le 16 juillet 1945 à l'aube. À la grande joie d'Oppenheimer et de Grove, tout se déroule comme prévu. L'explosion est équivalente à celle produite par 20 000 tonnes de TNT. La bombe atomique était un projet que le gouvernement américain prenait très à cœur, pour des raisons très diverses d'ailleurs. D'abord parce qu'on avait très peur en haut lieu que les Allemands soient les premiers à fabriquer la bombe. C'est un facteur qu'on a pris en compte très tôt dans la guerre contre l'Allemagne. Et puis, quand l'Allemagne a été battue et que la bombe n'était pas encore tout à fait prête, c'est la guerre avec le Japon qui est devenue la principale préoccupation des Américains.
Le gouvernement pensait que la bombe permettrait de mettre fin à cette guerre rapidement. La bombe sur Nagasaki, 3 jours après celle d'Hiroshima, provoque la capitulation immédiate du Japon. Le pouvoir terrifiant de cette nouvelle arme choque le monde entier, mais persuade les dirigeants internationaux que l'accès au cercle très fermé des puissances nucléaires est le plus sûr moyen d'accéder à la reconnaissance internationale. À l'origine, les États-Unis pensent associer la Grande-Bretagne au projet Manhattan et les chercheurs britanniques ont donc, dans une certaine mesure, eu accès aux connaissances des scientifiques américains. C'est d'ailleurs grâce à l'espion britannique, Klaus Fuchs, que l'Union soviétique sait exactement ce qui se passe à Los Alamos. Mais au niveau diplomatique, aucune information ne filtre quant à la nature de l'arme que les États-Unis construisent en secret. La seule allusion faite à la bombe fut celle du président Truman lors de la conférence de Potsdam en juillet 1945, après la réussite des essais de Los Alamos. Lorsqu'il a dit à Staline « Nous avons une bombe d'une puissance hors du commun », Staline s'est contenté de hocher la tête. Mais lorsqu'il est rentré en Union soviétique, il a aussitôt prévenu ses collaborateurs. Il est clair qu'il avait parfaitement compris que Truman parlait de la bombe atomique, car les soviétiques étaient très bien informés concernant le projet Manhattan. La Grande-Bretagne se raffaiblit du conflit, et il lui faut bien une vingtaine d'années avant de retrouver une position importante sur la scène internationale. Pour reconquérir sa place au sein des grandes puissances, elle décide de mettre en place une politique nucléaire. Les chercheurs britanniques se lancent à leur tour dans la fabrication de la bombe atomique, arme de dissuasion parfaite en ces temps de guerre froide avec l'Union soviétique. Mais les Britanniques n'ont ni l'argent ni les moyens techniques mis à la disposition des chercheurs américains, et il leur faut se décider très tôt sur le choix de la matière fissile qu'ils vont utiliser. Les États-Unis ont mis toutes les chances de leur côté en construisant 2 sites de production, fabriquant l'un et l'autre des matières fissiles différentes. Oak Ridge produit de l'uranium-235, tandis que dans ses réacteurs modérés au graphite à refroidissement à eau, Hanford fabrique du plutonium. Les 2 techniques sont aussi délicates l'une que l'autre, mais le plutonium semble offrir plus d'avantages que l'uranium-235. Le gouvernement britannique décide donc de chercher un site pouvant abriter 2 réacteurs à refroidissement à eau sur le modèle de ceux utilisés à Hanford. Les Américains ont vite compris que ce type de réacteur présente des risques. Si une panne survient au niveau du système de refroidissement, la pile se transforme très vite en bombe atomique. Ce qui explique le choix du site de Hanford sur les bords du fleuve Columbia, capable de fournir les 950 000 litres d'eau par minute nécessaires au refroidissement des 2 réacteurs. Mais le site d'Hanford s'étend sur plus de 1600 km², or il n'existe en Grande-Bretagne aucun endroit satisfaisant aux besoins d'une telle installation. Christopher Hinton, l'ingénieur chargé de la production, se tourne alors vers la seule solution viable à ses yeux, la construction de réacteurs refroidis par air. Christopher Hinton était très réticent à l'idée de construire des réacteurs à refroidissement à eau en Angleterre, car il savait que ceux de Hanford pouvaient être très dangereux et que pour cette raison, ils avaient été construits dans une région très reculée des États-Unis. Et il n'existait ni en Angleterre ni dans l'ensemble de la Grande-Bretagne aucun site équivalent à celui d'Hanford où on aurait pu construire de tels réacteurs. Les Britanniques optent finalement pour la construction de réacteurs refroidis par air. Leur plus grande fiabilité va en effet permettre de les installer plus près des zones habitées. Une ancienne usine située sur la côte nord-ouest de l'Angleterre est finalement choisie pour abriter le site. Mais les chercheurs britanniques sont désavantagés par rapport à leurs homologues américains. S'ils ont eu accès à une bonne partie des données réunies par le projet Manhattan, ils n'ont pas été autorisés à visiter le site de production de plutonium d'Hanford, et leurs connaissances dans ce domaine sont plutôt limitées. De plus, la loi McMahon de 1946 interdit aux chercheurs américains de partager toute information liée au secret nucléaire avec des ressortissants étrangers. Mais cela n'empêche pas les physiciens américains et britanniques de se rencontrer lors de réunions informelles comme celle qui a lieu en 1949 en présence d'Edward Teller, un chercheur américain qui a travaillé avec Enrico Fermi à l'élaboration de la première pile atomique à l'université de Chicago.
Edward Teller, qui mettra au point la bombe à hydrogène, rencontre des chercheurs du commissariat à l'énergie atomique britannique à Harwell. On a eu la visite de 2 ou 3 chercheurs américains, dont Teller et Wigner. Wigner est le grand physicien hongrois réfugié aux États-Unis qui découvrit l'effet qui porte son nom. Il disait qu'un des réacteurs britanniques risquait de prendre feu, car l'irradiation faisait que l'énergie s'accumulait progressivement dans le graphite. Et si l'on ne trouvait aucun moyen de la libérer, le risque d'explosion devenait inévitable. Si les chercheurs écoutent avec intérêt les avertissements de Teller et de Wigner, ils omettent de prévenir leurs collègues de Risley, responsables de la conception et de la construction des piles de Windscale. L'énergie découverte par Wigner, celle emmagasinée dans le graphite suite au processus d'irradiation et contre laquelle il met les Britanniques en garde dès 1949, est bien celle qui, 8 ans plus tard, sera à l'origine de l'incendie du réacteur numéro 1. Conformément aux avertissements prophétiques de Wigner, c'est la libération de cette énergie qui, mal contrôlée, entraînera l'explosion. La fission produit des neutrons rapides. Les neutrons produisent la fission. Mais à l'intérieur du réacteur, ils ne vont pas à leur vitesse d'origine, puisqu'ils ont été ralentis par de nombreux chocs avec les noyaux. Ces chocs déplacent les noyaux. Dans un réacteur modéré au graphite, par exemple, un nombre relativement élevé de ces noyaux de carbone déplacés restent dans un état autre que leur état d'équilibre. Si, par la suite, le réacteur tout entier est amené à une température plus élevée, les noyaux obtenus par le biais de cette énergie reviennent à leur état d'origine. Et ce faisant, ils libèrent l'énergie qu'ils contiennent. Ce phénomène entraîne alors une hausse de température qui, évidemment, accélère le processus que je viens de décrire. Wigner expliquait qu'étant donné que les réacteurs tournaient à une température relativement basse, ils pouvaient être sujets à un état d'instabilité en cas de hausse de température. Une donnée qui lui semblait nécessaire de prendre en compte dans la conception du réacteur. Quelques mois après cette conversation sur l'énergie Wigner, Lord Cockcroft, directeur du commissariat à l'énergie atomique britannique, se rend sur le site d'Oak Ridge dans le Tennessee. Cette visite motivera une décision qui se révélera essentielle une dizaine d'années plus tard. Au cours de ce voyage, les Américains découvrent un déversement de radioactivité provenant de toute évidence des cheminées du réacteur Clinton, un prototype de pile refroidie par air semblable à celui que les Britanniques ont choisi de développer à Windscale. Cockcroft est très préoccupé par ce déversement, mais les chercheurs américains n'estiment pas nécessaire de filtrer l'air de refroidissement à sa sortie du réacteur. De retour en Angleterre, Cockcroft insiste pour que les cheminées de Windscale soient équipées de filtres empêchant les particules radioactives de se répandre dans la nature. À cette époque, les travaux sont déjà bien avancés et cette nouvelle exigence ressemble à un véritable casse-tête pour les ingénieurs britanniques. Finalement, on installe des filtres dans des galeries construites précipitamment au sommet des cheminées de Windscale qui font plus de 120 mètres de haut. Cockcroft ne se fait pas que des amis en imposant de telles contraintes. La construction a été très difficile. La hauteur était un sérieux handicap, car il fallait amener les matériaux
et construire les galeries à 120 mètres de hauteur. L'entretien des filtres était lui aussi très périlleux, car les éléments filtrants avaient besoin d'être changés régulièrement, un travail vraiment horrible, surtout les jours de tempête. Dès la fin de l'année 1950, la première pile donne des signes de faiblesse. 8 mois plus tard, la seconde pile inquiète les ingénieurs. Mais à l'époque, le commissariat à l'énergie atomique britannique est soumis à une terrible pression. Il faut produire du plutonium au plus vite. La Grande-Bretagne est en retard dans la course aux armements et le calendrier de développement de la bombe atomique établi par le plan stratégique de mai 1947 a été dépassé par les événements mondiaux. Les Russes ont vraiment surpris l'Occident. Ils ont mis au point une bombe atomique encore rudimentaire qu'ils ont soumise au premier test dès 1949. Les Américains pensaient qu'ils n'y parviendraient pas avant 3 ou 4 ans. Mais le plus étonnant, c'est que les Russes avaient déjà la bombe H en 1953, un an seulement après les essais de la bombe H américaine. On peut dire que les Soviétiques avaient fait d'énormes progrès. Il leur a fallu des années avant de parvenir à la version définitive de leur système, mais au niveau des essais, ils étaient vraiment avancés. Face à l'intensification de la guerre froide, la Grande-Bretagne est prête à tout pour rattraper son retard. Tous les efforts sont donc mis en œuvre pour rendre les piles de Windscale aussi efficaces que possible et permettre les essais de la première bombe atomique fixée pour 1952. Les Britanniques atteignent leurs objectifs de production de plutonium en temps voulu. Mais plusieurs incidents pour le moins préoccupants surviennent cette année-là dans les réacteurs de Windscale. En mai, une hausse de température inexpliquée se produit dans la pile numéro 2. Et 4 mois plus tard, de la fumée s'échappe du cœur de l'autre réacteur que l'on vient d'arrêter. Si les chercheurs découvrent que la fumée est simplement due à la projection de particules d'huile provenant des ventilateurs de refroidissement sur le graphite, ils n'en sont pas moins très inquiets. Après consultation avec leurs homologues américains, les chercheurs britanniques concluent que le problème vient de la libération d'énergie Wigner, phénomène contre lequel ils ont été mis en garde 3 ans auparavant. Un mois plus tard, le 3 octobre 1952, les Britanniques procèdent avec le plutonium de Windscale au premier essai à bord d'un navire au large de la côte nord-ouest de l'Australie. Pour les politiques et les scientifiques de l'époque, c'est un triomphe. La Grande-Bretagne fait désormais partie des puissances nucléaires. Il fallait construire la bombe. C'était quelque chose qui allait de soi. La Grande-Bretagne était une grande puissance, même si sur le plan économique, elle avait été très affaiblie par la guerre. Et personne ne s'est opposé à cette décision. Évidemment, tout s'est fait dans le plus grand secret. Il n'y a pas eu de débat public sur la question. C'était une évidence. Il fallait que la Grande-Bretagne ait la bombe. Les Britanniques étaient persuadés d'être les seconds. Et ils ont été stupéfaits quand les essais soviétiques ont été menés en 1949, 3 ans avant qu'ils ne conduisent les leurs. Surtout que les services de renseignement occidentaux prévoyaient que les premiers essais soviétiques n'auraient pas lieu avant 1953, voire même 1954. Les Britanniques découvrent donc qu'ils ne sont pas la seconde, mais la 3e puissance nucléaire. Et au cours des années 50, surtout après la mise au point de la bombe à hydrogène par les Américains et par les Soviétiques, la Grande-Bretagne se sent de plus en plus en retard sur le terrain de l'armement. Je pense que les années 50 furent une période de tension dans la politique nucléaire britannique, parce que personne n'a pris l'initiative de remettre les choses en question, de se dire « peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas l'avoir du tout, on pourra toujours compter sur les Américains, on n'en a pas besoin », ou encore « c'est immoral ». Le gouvernement n'est pas allé jusque-là. Et puis, c'était difficile pour eux de rester dans la course face aux Américains et aux Soviétiques qui étaient capables de mobiliser des moyens fabuleux pour développer de nouvelles armes et les produire en quantité, et de fabriquer les véhicules nécessaires à leur transport. Ça a été une période très difficile pour les Britanniques. Entre 1950 et 1955, les 3 puissances mènent un nombre important d'essais nucléaires. Les piles de Windscale restent la seule source de production de plutonium britannique et l'unité de production du commissariat à l'énergie atomique doit non seulement faire face à la demande de plutonium, mais également à celle de tritium et de polonium nécessaires aux essais de la bombe à hydrogène. Août 1953, la Grande-Bretagne se lance dans la fabrication d'un nouveau type de réacteur refroidi non pas à l'air, mais au gaz carbonique.
2 ans plus tard, les Britanniques ont un tel besoin de plutonium qu'ils commandent 6 nouveaux réacteurs Magnox. À cette même époque, les chercheurs mettent au point la technique du recuit, un système capable de se débarrasser de la fameuse énergie Wigner qui s'accumule dans le cœur de graphite des piles de Windscale. C'est un cycle contrôlé de chauffage suivi de refroidissement qui diminue les contraintes emmagasinées dans le graphite sous l'effet de l'irradiation. Mis à part quelques menus problèmes, le système fonctionne plutôt bien. Mais en octobre 1957, c'est la catastrophe. Wigner et Teller n'auraient pu imaginer pire. Au cours du nouveau recuit, la pile numéro 1 prend feu. Début octobre 1957, 8 recuits ont déjà été effectués pour libérer l'énergie Wigner emmagasinée dans les 2 piles. Mais ces recuits n'ont pas tous donné les mêmes résultats, comme le remarquent les chercheurs. Certains de ces cycles ont parfois bien du mal à venir à bout de ce que Edward Teller a décrit comme l'instabilité Wigner. Et malgré la mise en service des réacteurs de Calderhall l'année précédente, les Britanniques ont toujours un besoin pressant de plutonium et d'un nombre toujours plus important d'isotopes nécessaires à la recherche. 13 nouveaux essais nucléaires suivent celui de 1952, baptisé Hurricane, et le premier essai de la bombe thermonucléaire est prévu pour le mois suivant. Pour le gouvernement britannique, la puissance que confèrent les armes nucléaires vis-à-vis des autres pays du monde possède toujours le même attrait. Le Premier ministre Anthony Eden déclare même « La bombe thermonucléaire et les armes nucléaires sont non seulement une force de dissuasion extrêmement efficace, mais elles peuvent aussi être utilisées en cas d'agression. » Le programme militaire semble se dérouler comme prévu. Pourtant, les mises en garde de Teller et de Wigner, dont on n'a pratiquement pas tenu compte à l'époque, ne vont pas tarder à se révéler exactes. « 7 octobre 1957, le 9e recuit doit débuter. Juste avant midi, on arrête les ventilateurs de refroidissement et on actionne les barres de réglage pour chauffer la partie inférieure de la pile. En effet, c'est en chauffant le graphite que les atomes de carbone déplacés peuvent reprendre leur position normale, un processus qui entraîne une nouvelle émission de chaleur. Le 10 octobre au matin, un moniteur placé sur le toit de la station météorologique indique une hausse de la radioactivité, mais ce n'est que lors du 2e déversement de radioactivité, plus important cette fois, que l'on commence vraiment à s'inquiéter. On enregistre au même moment une forte hausse de température au niveau de la pile. L'équipe de conduite doit se rendre à l'évidence, la pile numéro 1 a un sérieux problème. On ouvre les 4 canaux de combustible pour retirer les barres d'uranium. Elles sont d'un rouge incandescent. Il n'y a plus aucun doute, la pile est en feu. C'est Tom Hughes qui a pris la décision de regarder à l'intérieur du réacteur. C'était un collègue avec qui je travaillais depuis pas mal de temps, qui n'est malheureusement plus en vie aujourd'hui. J'étais son supérieur. Moi, je rendais compte de mon travail à Davey. Il a donc pris la décision, plutôt courageuse, il faut bien le dire, de regarder à l'intérieur du réacteur. À l'intérieur d'un canal de combustible où un couple thermoélectrique indiquait une température de plus en plus élevée depuis les dernières 48 heures. Il n'a pas vu de flamme, mais il a examiné les 4 canaux conçus pour recevoir les éléments combustibles et il a vu que l'extrémité de ceux qu'il pouvait apercevoir était rouge incandescent. Tom Tuohy se rend immédiatement sur le site de Windscale pour vérifier par lui-même l'état de la pile numéro 1. Équipé d'un masque et d'une bouteille à oxygène, il monte au sommet du réacteur d'une hauteur de 24 mètres pour voir ce qui se passe exactement à l'intérieur. Depuis le toit, 4 regards permettaient de voir à l'intérieur du réacteur. Quand je suis monté la première fois, je n'ai vu aucune flamme s'échapper de l'arrière du réacteur, juste une vague lueur. Au cours de la nuit, je suis monté plusieurs fois
et j'ai vu des flammes commencer à s'échapper des canaux. Des petites flammes au début qui ont fini par déclencher un terrible incendie à l'arrière du réacteur. Les flammes montaient le long du mur qui faisait face à la conduite d'eau. On a retiré le combustible des canaux horizontaux du réacteur et on l'a fait tomber dans des bennes qu'on avait mises sous l'eau. Quand les flammes ont commencé à attaquer le mur, je me suis souvenu qu'un ingénieur des travaux publics m'avait dit que si la température du mur excédait 600 degrés, le toit sur lequel je me trouvais s'effondrerait, ce qui n'avait évidemment rien de très rassurant. Mais je n'y croyais pas vraiment. Tom Hughes a déjà pris l'initiative d'enlever les gaines d'uranium encore épargnées par l'incendie pour empêcher qu'ils ne se propagent. Tom Tuohy décide, lui, de retirer celles qui ont été prises par les flammes en les poussant à l'aide de mâts d'échafaudage par l'arrière du réacteur. Mais on a beau pousser, les gaines ne bougent pas. Quand on ramenait les mâts sur la station de travail, la plateforme de levage, ils étaient chauffés au rouge. Et il y en a même un qui est revenu avec du métal fondu au bout, du métal qui ne pouvait être que de l'uranium irradié. Il y avait évidemment un grave problème d'irradiation sur la plateforme. Il faut réagir très vite si l'on veut circonscrire l'incendie à temps. Mais personne ne sait vraiment comment s'y prendre. Ingénieurs et chercheurs se concertent pour tenter de trouver la meilleure solution. Tous savent qu'il va falloir travailler avec la plus grande prudence pour éviter que la radioactivité ne se propage. L'idéal aurait été d'avoir d'importantes quantités de gaz inerte qu'on aurait introduits dans le réacteur, même si on ne savait pas très bien comment d'ailleurs. On s'est tous interrogés pour savoir s'il fallait utiliser du gaz carbonique. Il se trouve qu'un tanker était arrivé à Calder Hall le jour même avec 25 tonnes de gaz carbonique liquide. Nous en avions donc d'énormes quantités à notre disposition. De mon côté, j'avais procédé par le passé à des expériences sur le site de Springfields pour tenter d'éteindre des foyers de métaux en feu avec divers types d'agents extincteurs, dont le gaz carbonique, qui n'avait donné aucun résultat. Le seul autre agent dont nous disposions, c'était de l'eau. Mais personne n'avait très envie de projeter de l'eau sur du graphite en feu, car cela entraîne la formation d'un mélange d'oxyde de carbone et d'hydrogène qui, dans certaines circonstances, peut être explosif. On commence donc par utiliser du gaz carbonique. On installe un tuyau sur la plateforme de levage pour envoyer le gaz directement dans les canaux en feu. Une entreprise extrêmement risquée, obligeant l'opérateur à se tenir face à l'ouverture du réacteur de manière à pouvoir diriger le jet avec précision. Les résultats sont décevants. Ça n'a eu strictement aucun effet. Le feu a continué de plus belle. Nous disposions de tonnes de gaz carbonique qui ne nous servaient à rien. La seule solution qui nous restait, c'était l'eau. On fixe alors un tuyau de pompe à incendie sur un mât d'échafaudage pour envoyer l'eau directement dans les canaux. Tandis que l'on ouvre les vannes, Tom Tuohy inquiet tend l'oreille pour s'assurer qu'aucune réaction ne se produit. Pour la énième fois donc, je remonte sur le haut du réacteur et je m'aperçois que l'eau ressort par l'arrière sans que cela n'ait eu aucun effet sur l'incendie. C'est là que j'ai demandé à ce que l'on réduise la pression du jet pour que l'eau puisse au moins se déverser sur les flammes en immergeant les blocs de graphite au passage. Mais ce n'est pas l'eau qui a éteint l'incendie. C'est l'arrêt des ventilateurs de refroidissement que nous avions dû laisser en marche à cause des hommes qui se tenaient sur la station de travail et sur la plateforme de levage.
Le système de ventilation était conçu de telle manière que si les ventilateurs n'étaient pas en marche, des contaminants radioactifs pouvaient passer du réacteur à la station de travail. Tant que les ventilateurs fonctionnaient, l'air circulait depuis la station de travail vers le réacteur. Nous étions donc face à un terrible dilemme. L'incendie faisait rage et nos ventilateurs continuaient de l'alimenter en air. L'équipe de Windscale fait de son mieux pour résoudre une situation pour laquelle elle n'a reçu aucune formation. Une fois la station de travail évacuée et les ventilateurs éteints, l'incendie semble sur le point d'être maîtrisé. J'étais tout en haut en train d'examiner l'arrière du réacteur et ce que j'ai vu était vraiment encourageant. Le feu était en train de s'éteindre. Les flammes qui avaient attaqué le mur face à la conduite d'eau mouraient progressivement. Je suis remonté plusieurs fois pour voir comment les choses évoluaient. On a arrêté les pompes vers 9 heures du matin et à midi, le feu était éteint. Tandis que les hommes de Windscale se battent pour maîtriser l'incendie qui fait rage à l'intérieur du réacteur, les médecins tentent déjà d'évaluer les risques de contamination radioactive. La population qui vit à proximité du site peut être contaminée de 3 manières: par irradiation externe, par inhalation de matières radioactives ou encore par le biais de la chaîne alimentaire. Très vite, on se rend compte que l'iode 131, un isotope radioactif de période effective de 8 jours, est de loin le radioélément le plus dangereux. Son ingestion peut entraîner une augmentation des risques de cancer de la thyroïde, particulièrement chez les enfants. Les retombées de matière radioactive sur l'herbe qui alimente les vaches dont le lait nourrit les enfants constituent une voie de contamination très importante. Dans un pâturage, une vache absorbe des quantités considérables d'iode. Les enfants nourris au lait de vache en ingèrent du même coup. Notre principal sujet d'inquiétude, c'était d'empêcher que ces enfants aient accès au lait contaminé. Rétrospectivement, il est étonnant de constater qu'à cette époque, aucun calcul de protection contre l'iode 131 n'avait été fait. Si certains avaient envisagé l'éventualité d'un accident sur le site de Windscale, personne en Grande-Bretagne n'avait mené de travaux de recherche pouvant servir de garde-fou aux scientifiques. Aux États-Unis, on avait défini une distance de sécurité entre les zones habitées et les sites de production de plutonium, comme celui de Hanford, avant de déterminer leur emplacement. En Grande-Bretagne, en revanche, les zones agricoles du comté de Cumbria s'étendent tout autour du site de Windscale. En l'espace d'une nuit, une petite équipe de chercheurs entreprend de déterminer le seuil limite d'iode 131 admissible chez l'enfant, et c'est à partir de ces chiffres calculés à la hâte qu'on délimite le périmètre de contamination radioactive la plus forte. On se débarrasse du lait produit à l'intérieur de cette zone en le déversant pour l'essentiel dans la mer. Et on approvisionne les magasins avec du lait produit ailleurs. La zone s'étendait sur 520 km. Et là où la radioactivité était la plus forte, au sud-est du site de Windscale, les chiffres enregistrés étaient 10 fois plus élevés que ceux que nous considérions comme alarmants. Il n'y avait aucun doute. Il fallait agir au plus vite. Les populations qui vivent à proximité du site ne s'inquiètent pas outre mesure des conséquences de l'incendie. Les opérations de remplacement du lait contaminé fonctionnent bien, même si le périmètre de la zone à risque est bientôt revu à la hausse. Lors d'une conférence de presse quelques jours après l'incendie, on annonce l'interdiction de consommer le lait produit autour du site et on explique les circonstances qui ont conduit à l'accident. Mais curieusement, ce sont les populations qui ne vivent pas dans le voisinage immédiat de la zone sinistrée qui sont les plus inquiètes. En fait, la communication avec le public devenait de plus en plus difficile au fur et à mesure que l'on s'éloignait de Windscale. Et le problème le plus aigu, c'était avec les populations vivant au sud du site, dont les enfants étaient en internat dans des écoles situées près de la zone à risque. C'étaient eux les plus inquiets, et non ceux qui vivaient dans le voisinage proche du site, pour qui la vie continuait normalement.
Une fois l'incendie du réacteur maîtrisé, le principal souci des responsables du site est de limiter l'éventuelle propagation de la radioactivité qui s'échappe de la cheminée de la pile numéro 1. Les galeries, équipées des filtres imposés par Cockcroft durant la construction et pour lesquels on l'a tant critiqué, ont réduit la diffusion des particules radioactives. Mais il faut maintenant trouver le moyen d'empêcher les vents violents qui soufflent dans la région de déloger ces particules radioactives et de les propager dans la nature. Le jour où le comité s'est réuni pour discuter des mesures à prendre, je n'en croyais pas mes oreilles. L'une des solutions proposées consistait à poser un couvercle sur la cheminée à l'aide de 3 hélicoptères. Je ne sais pas combien de temps cela aurait pris, mais à mon avis, il y avait beaucoup plus simple. Je suis allé voir l'ingénieur en chef et je lui ai demandé est-ce qu'il serait possible de faire monter des hommes sur la plateforme où sont installés les filtres et de déverser à l'aide de tuyaux une huile lourde sur ces filtres. Quand il m'a répondu oui, je lui ai aussitôt dit « Eh bien, allons-y ». Et c'est ce que nous avons fait pour empêcher que la radioactivité ne se propage. Très vite, on met en place une commission d'enquête présidée par Sir William Penney pour déterminer les causes de l'incendie. 2 semaines plus tard, la commission rend ses conclusions. L'incendie est dû à une utilisation excessive de chauffage nucléaire lors de l'opération de recuit visant à libérer l'énergie Wigner du graphite. La chaleur a entraîné l'éclatement d'une ou de plusieurs gaines d'aluminium contenant de l'uranium irradié. L'uranium s'est oxydé, dégageant un surplus de chaleur. Cette chaleur ajoutée à celle provoquée par l'effet Wigner a causé l'incendie. Mais les enquêteurs n'écartent pas une autre hypothèse. Une gaine contenant un alliage de lithium et de magnésium aurait éclaté. Quoi qu'il en soit, grâce à la rapidité et à l'efficacité des mesures prises pour circonscrire l'incendie, il n'y a aucune conséquence sur le plan sanitaire. Il ne faut que 2 semaines à la commission pour rendre ses conclusions, parce que Penney, comme il le déclare lui-même à l'époque, tient à rassurer l'opinion publique. Les responsables du commissariat à l'énergie atomique britannique pensaient qu'il fallait publier les conclusions de la commission dans leur intégralité, même si elles n'étaient guère encourageantes. Ils voulaient que la vérité soit faite sur cette affaire. Le ministère de la Défense nationale était d'ailleurs du même avis. Il n'y avait aucune raison que ce rapport reste secret. Mais le Premier ministre, pour des raisons politiques qui avaient pris le pas sur toute autre considération, a décidé de ne pas le publier en entier. Le commissariat à l'énergie atomique, chargé d'étudier le rapport de la commission d'enquête, conclut que le réglage de la pile n'a pas été effectué correctement. L'équipe de conduite n'a pu suivre avec précision la réaction de la pile pendant le recuit en raison du nombre insuffisant de couples thermoélectriques, les instruments qui permettent de mesurer la température à l'intérieur des canaux. D'après un second examen du rapport effectué par Sir John Hill en 1958, il semble peu probable que les gaines d'uranium aient été à l'origine de l'incendie. Hill insiste en effet sur le fait que les gaines de lithium et de magnésium pour lesquelles la pile n'a pas été conçue à l'origine donnent des signes de défaillance à une température beaucoup moins élevée que celle contenant de l'uranium. Ce que John Hill et William Penney n'ont jamais su en revanche, c'est qu'avant octobre 1957, un incendie s'était déjà produit dans un four utilisé pour tester les barres de combustible avant qu'elles ne soient placées dans le réacteur. Aujourd'hui, Tom Tuohy évoque pour la première fois publiquement cet accident. L'un des tests auxquels on procédait à Springfields et que l'on refaisait à Windscale quand on recevait le combustible consistait à chauffer les éléments combustibles pendant 48 heures à une température de 300 degrés centigrades, une température inférieure de 50 degrés à celle atteinte à l'intérieur du réacteur. On faisait ça dans des fours et on mettait 2 tonnes de combustible dans chaque four pendant 48 heures. Un matin, en ouvrant un de ces fours, on a découvert, horrifié, que les 2 tonnes de combustible qu'il contenait étaient en feu.
Le plus alarmant, c'est que le combustible, le four n'étant de toute évidence pas en cause, avait pris feu à une température inférieure à celle du réacteur. J'avais complètement oublié cet incident quand j'ai été interrogé par la commission présidée par Sir William Penney. Mais quand j'y repense aujourd'hui, je suis sûr que ça aurait été un élément de première importance dans l'enquête. Et à mon avis, cela confirme l'hypothèse de la commission, à savoir que c'est bien la réaction de l'uranium au cours du recuit qui est à l'origine de l'incendie. Avec le recul, il est évidemment plus facile de comprendre comment la guerre froide a pu conditionner les décisions prises par les dirigeants internationaux. Les Britanniques ne réaliseront et n'accepteront que bien des années plus tard les terribles répercussions de la Seconde Guerre mondiale sur leur pays. Au lendemain du conflit, le gouvernement pense pouvoir continuer à jouer un rôle majeur sur le plan international et avoir les moyens économiques de développer un armement nucléaire indépendant. Les chercheurs britanniques réussissent d'ailleurs un incroyable tour de force en mettant au point l'arme nucléaire en un laps de temps aussi court et sans avoir accès aux connaissances qui ont servi aux Américains pour réaliser le projet Manhattan. Toutefois, on soupçonne aujourd'hui les Américains d'avoir aidé secrètement leurs collègues britanniques malgré l'interdiction de la loi McMahon. Il est difficile d'estimer le coût exact du programme nucléaire britannique, mais ce dont on est sûr en revanche, c'est que les conséquences de l'incendie de 1957 sur l'environnement auraient été beaucoup plus graves si les cheminées de la pile n'avaient pas été équipées des filtres de Cockcroft. L'ironie veut que ces filtres aient été installés non pas parce que la raison scientifique de l'époque l'imposait, mais parce que les Américains s'étaient trompés sur les causes de l'accident d'Oak Ridge. La radioactivité enregistrée sur le site avait été alors attribuée à une émission de particules d'uranium provenant de la cheminée du réacteur Clinton, une pile refroidie par air. Or, on sait aujourd'hui qu'elle provenait de l'usine de séparation chimique installée à proximité. Sans cette erreur, la contamination aux alentours de la centrale britannique aurait pu être vraiment désastreuse. Mais lorsque l'on passe en revue les circonstances qui ont conduit à l'incendie de Windscale, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le bien fondé de ce programme d'armement nucléaire britannique mené à l'issue d'une guerre longue et coûteuse. Pour moi, cette décision est parfaitement compréhensible. Étant donné l'époque et le contexte, je ne peux pas en imaginer une autre. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on peut se demander s'il ne s'agissait pas d'une erreur. Cette décision prise, il devenait plus difficile pour la Grande-Bretagne de s'adapter à la nouvelle donne internationale et de repenser sa politique extérieure en fonction de sa nouvelle position mondiale. Car le nucléaire n'allait pas tarder à devenir le symbole d'une option de plus en plus démodée en matière de défense internationale. L'incendie du réacteur de Windscale intervient au plus mauvais moment. La Grande-Bretagne vient de se lancer dans le premier programme énergétique électronucléaire mondial et l'année précédente, la reine elle-même a inauguré la centrale de Calders-Hall, située juste à côté du site de Windscale et conçue elle aussi pour produire du plutonium. It is with pride that I now open Calder Hall, Britain's first atomic power station. Les Britanniques sont plus qu'enthousiastes face à cette nouvelle source d'énergie qui va leur permettre de produire de l'électricité pour presque rien. Cet incendie, qui remettait sérieusement en question la sécurité des centrales nucléaires, alors qu'on avait décidé d'en construire un peu partout dans le pays, tombait vraiment très mal. Cela tombait d'autant plus mal que le Premier ministre britannique entendait bien à cette époque remettre sur pied le programme de partenariat nucléaire anglo-américain, interrompu depuis la guerre. C'était même pratiquement chose faite. Le hasard du calendrier a même voulu qu'il s'envole pour Washington en octobre 1957 pour rencontrer Eisenhower. Il pensait conclure avec lui un accord sur la reprise de la collaboration nucléaire.
Si, en raison du programme énergétique électronucléaire mis en place, l'incendie plonge les politiques dans l'embarras, il n'a pratiquement aucune conséquence sur le plan militaire. Je pense que 2 des 4 réacteurs de Calder Hall fonctionnaient déjà à l'époque. On pouvait évidemment leur faire produire du plutonium utilisé à des fins militaires. C'est pour ça qu'on les avait construits d'ailleurs. La production d'énergie électronucléaire était une activité secondaire pour montrer qu'on en était capable. On l'a d'ailleurs prouvé, car cela fait 40 ans maintenant que ces réacteurs tournent correctement. D'un point de vue militaire, le manque à gagner que constituait la production d'énergie fournie par le réacteur de Windscale était dérisoire. Quant à la production d'énergie électronucléaire, ça n'avait pas vraiment de conséquences non plus, puisqu'on avait mieux à faire que de reconstruire des piles sur le modèle des vieux réacteurs de Windscale. Dans le domaine des machines à refroidissement par air, on n'a jamais fait plus gros. On envoyait de l'air froid par un bout et l'air chaud ressortait par la cheminée. Un mois après l'incendie de Windscale, les Britanniques font exploser leur première bombe à hydrogène sur l'île Christmas dans le Pacifique. Après les Soviétiques et les Américains qui possèdent leur bombe à hydrogène depuis 1952, les Britanniques atteignent finalement leur but. Ce sont les débuts du nucléaire, et sous la terrible pression imposée par les politiques, les règles de sécurité ne sont pas ce qu'elles devraient être. Il faut bien comprendre qu'au cours des 15-20 premières années de l'ère nucléaire, et peut-être même encore dans une certaine mesure aujourd'hui, on se préoccupait beaucoup moins de la sécurité. 1, parce qu'il fallait faire vite. 2, parce qu'on ne se rendait pas encore bien compte des dangers de l'irradiation. C'est quelque chose qu'on comprendra mieux dans les années 50 et 60, grâce aux travaux de la radiobiologie. Et puis nous étions en pleine guerre froide. En 1948, les Américains disposaient déjà de 50 bombes atomiques, tant le processus de production qu'ils avaient mis en place était important. Les Britanniques feront d'ailleurs la même chose quelques années plus tard. On peut dire que, d'une certaine manière, les décisions prises pendant la Seconde Guerre mondiale pour gagner du temps et de l'argent n'étaient pas très éloignées de celles prises à la fin des années 40 et au cours des années 50, à cause de la guerre froide. Et il faut bien avouer que la sécurité était, la plupart du temps, loin d'être une priorité. Il n'y a qu'à voir comment les armées déployaient leurs armes. Dans les années 50, il y avait des tas d'avions qui transportaient des armes nucléaires d'un point à un autre, alors que ce serait complètement impensable aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on s'embarrassait moins de questions de sécurité. Edward Teller, le chercheur qui a mis en garde les Britanniques contre les dangers de l'énergie Wigner, tire lui des conclusions plus optimistes. Pour ce fervent défenseur du nucléaire, les leçons que nous tirons aujourd'hui de l'accident de Windscale valent bien plus que le coût humain et économique qu'il a pu avoir à l'époque. On se souviendra de Windscale comme d'un événement qui nous aura permis de compléter nos connaissances pratiques, sans conséquences économiques et sanitaires vraiment dramatiques. Sans la précipitation qui a entouré la construction de la bombe, l'accident de Windscale n'aurait pas eu lieu. Mais il est facile de dire aujourd'hui qu'il n'aurait jamais dû se produire. Le climat politique d'après-guerre n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Les Soviétiques constituaient aux yeux de l'Occident une menace tout à fait réelle, et la Grande-Bretagne voulait maintenir coûte que coûte sa position au rang des grandes puissances mondiales. Si les Américains s'étaient montrés plus coopératifs, si les chercheurs d'Harwell avaient davantage tenu compte des mises en garde de Teller et de Wigner, ou si les sites étudiés pour accueillir des réacteurs à refroidissement à eau avaient été plus appropriés, les choses auraient sûrement tourné différemment. Mais étant donné le contexte de l'époque, l'accident était inévitable. La seule façon d'empêcher l'incendie aurait été d'arrêter les réacteurs. Nous étions dans une situation où nous savions que le dégagement d'énergie Wigner entraînerait une hausse rapide de la température. En faisant tourner un réacteur dans des conditions qui n'avaient rien de normal, avec une barre de commande qui réagissait de façon anormale et pour laquelle nos instruments n'étaient pas conçus, il était évident que nous prenions des risques. Et la seule façon de les éviter aurait été d'arrêter les réacteurs.